Donc, on va aborder ce qu'on appelle Nidana Jvara, en fait, qui sont les causes de la fièvre et ses caractéristiques, ainsi que les traitements. Comment on va gérer ça. Et après Nidana Tana, donc sur le Nidarajvara, on va, parce que ça va pas me prendre 1 heure et demie, je pense, sur le temps de le présenter. Après, ce que je vous propose, ça serait un temps d'échange sur vos études de cas. Si vous avez rencontré des difficultés, nous faire part un petit peu du cas et voir comme ça assez rapidement quelle solution peut être apportée ou la façon dont observer les choses par rapport au temps restant. Ok, donc jusqu'à 15h15 à peu près, on va être en SCAP, 15h15, 15h20, on n'est pas à la minute près, mais c'est à peu près l'idée du timing. Donc là, c'est le chapitre, alors je vous l'écris pour que vous ayez la bonne orthographe. Donc, Nidana Jwara. Donc, on abordera les causes de Vata Jvara, c'est-à-dire comment on peut avoir une fièvre de type Vata, quelles sont les causes qui créent la fièvre de type Vata, ses caractéristiques cliniques, hein, comment elles se manifestent au niveau de la personne. On fera la même chose sur les causes de Pitta Jvara et les caractéristiques de Pitta Jvara, comment chez Pitta on peut déclencher la fièvre et comment ça se manifeste chez la personne. Puis les causes de Kapha Jvara et les caractéristiques de Kapha Jvara. On verra ensuite une qui va être beaucoup plus compliquée à traiter, qui est la Jvara Sanipatika. Ça veut dire qu'on a plusieurs doshas qui sont impliqués dans la notion de fièvre. Donc forcément, plus il y a de doshas, plus le traitement est voire impossible ou difficile à traiter. On va aussi apprendre à observer quels sont les signes avant-coureurs de la fièvre. On a des symptômes qui nous permettent de dire ah là la fièvre elle est en train d'arriver, je vais tomber malade et c'est important d'agir au moment des symptômes avant-coureurs pour éviter qu'ils se mettent bien en place dans le corps. Voilà, et puis on parlera des conséquences de Jvara au niveau de la santé et les principes de gestion, comment est-ce qu'on peut simplement, hein, dans les grandes lignes, gérer la fièvre. Voilà le programme du jour. Alors, les causes de Vata Jvara, eh bien, en fait, ça va rester très facile à identifier puisque c'est tout ce qui va correspondre aux gunas de nature Vata. Dès qu'on accumule les gunas de nature Vata, que ce soit dans notre alimentation, particulièrement dans notre alimentation, dans notre état d'esprit aussi, mais surtout dans notre alimentation parce que la fièvre s'installe en fait dans l'estomac. Et vous allez voir de quelle manière le début de la fièvre prend place dans l'estomac et va ensuite se répandre dans le corps. Donc au niveau des causes de Vata Jvara, l'utilisation excessive d'une nourriture qui serait rugueuse, sèche, froide, irrégulière en termes de quantité, de qualité, de mode de cuisson. Donc on retrouve bien les légunas avec des aliments de type Vata. Le fait de faire aussi des lavements, des traitements nettoyants excessifs au niveau du lavement du côlon, c'est-à-dire des personnes qui sont un petit peu accros de se nettoyer le côlon pour rester en bonne santé, eh bien c'est aussi quelque chose de très perturbant sur le plan du début de la fièvre. Ou qui ferait des lavements du côlon non onctueux comme on a vu tout à l'heure, donc qui manquerait de nutrition pour l'enveloppe du côlon. L'excès de pratique de Shiro Virechana. Donc le Shiro Virechana, c'est la purgation de la tête. Donc tout ce qui est purgation de la tête, eh bien c'est ce qui va surtout passer par le nasia. Donc lorsqu'on pratique aussi des nasias avec trop d'importance en termes de gouttes, si on met trop de gouttes dans le nez, au niveau des nasias, vous avez les nasias que vous pouvez faire quotidiennement qui nécessitent juste 2-3 gouttes d'huile d'anutellam par narine. Mais si vous faites les 6 à 8 bindous par narine, vous êtes dans les traitements de Shiro Virechana. Donc c'est pas quelque chose pour entretenir la santé du nez, c'est quelque chose pour nettoyer les fonctions du cerveau. Donc si vous les pratiquez de manière trop régulière, ça va augmenter Vata au niveau de Pranavayu et aussi faire rentrer les déséquilibres de Vayu dans le corps. Bien entendu, on a tout ce qui va être surmenage, stress, manque de sommeil, hein, tout ça on va faire rentrer Vata, mais aussi le fait bien sûr de supprimer ou de retenir les besoins naturels.
le fait de jeûner, la pratique du jeûne, hein, on a aussi les mordus du jeûne. Si on se rend compte, il y a des personnes qui ont régulièrement, chaque année, envie de vivre des états de purgation, de lavement du côlon, de jeûne, et qui sont assez intensifs sur ces pratiques-là, ou qui vont faire la nutrition pranique, et la nourriture pranique, où on ne mangerait pas. Eh bien, tous ces états-là, on prend un risque de faire rentrer Vata dans l'estomac, et donc de créer ensuite les jvaras, les débuts de fièvre et les débuts de maladie. Donc attention à ne pas chercher à trop entretenir le vide dans le corps. Surtout si on est bien entendu déjà Vata de constitution. Il y a également tout ce qui va être blessure, le fait de se blesser, la copulation excessive, l'agitation mentale, le fait de se lamenter, la perte excessive de sang, le fait de veiller et de mal se tenir au niveau du placement corporel. Donc on est bien d'accord, là ce qui vient d'être listé sont des choses connues, on est bien sur toute la liste des facteurs qui vont aggraver Vata, accumuler, aggraver Vata dans le corps. Donc, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on fait rentrer Vata dans notre tête et on fait rentrer Vata dans notre estomac, eh bien, ça vient déséquilibrer Agni, qui va se retrouver dans un état de Vishamagni, on est bien d'accord. Et en déséquilibrant cet Agni, on va commencer à perturber le premier Dhatu. Hein, vous savez que ce premier Dhatu, qu'on appelle le Rasa Dhatu, quand on parle, juste pour faire un petit mémo là-dessus, pour être sûr que tout est bien calé, sur la nutrition des Dhatus, à la sortie de la digestion, vous êtes d'accord? Dans la digestion, on a le travail qui se passe dans l'estomac et dans l'intestin grêle qui est relié à Jataragni. Et en même temps, on va avoir le travail de Bhutagni qui, lui, va dépendre du travail de Jataragni et de Klomagni. Quand on arrive au niveau du Bhutagni, on aura fabriqué ce premier chyle nutritif, ce premier élément de nutrition qui va servir à nourrir les tissus et notamment qui va servir à nourrir le premier dhatu. Donc ce chyle de nutrition, avant de donner le rasa dhatu, il va donner l'ashtayi dhatu. D'accord? Donc cet ashtayi dhatu, ça veut dire qu'on est dans un tissu qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas encore mature. Ensuite, il y a le rasa agni, c'est-à-dire le feu digestif de rasa qui lui va permettre de prélever dans l'ashtayi dhatu sa part de nutritif pour pouvoir se fabriquer et créer ce qu'on appelle le rasa mûr, le rasa shtayi. Donc quand on parle de rasa dhatu, on parle d'un rasa mûr, un rasa shtayi. Alors l'importance de revoir ça, c'est que si j'ai fait rentrer dans mon estomac, que j'ai perturbé ma digestion en Vishamagni, mon chyle, il est déjà vicié de Vata. On est d'accord? Et cette viciation de Vata va forcément s'impacter déjà dans le premier dhatu qui est Rasa dhatu. Mais ce premier dhatu qui est Rasa dhatu, il va aussi servir, il a une fonction de nutrition puis une fonction d'immunité. Dans la fonction nutrition, il permettra l'enchaînement de la fabrication de tous les dhatus, mais en même temps, il va permettre, le rasa dhatu, il est constitué de lymphocytes, d'organes lymphatiques, de plasma, qui vont avoir des fonctions de nutrition et des fonctions d'immunité. Donc c'est bien aussi notre guerrier en fait qui va pouvoir augmenter notre immunité. Si dans ce rasa dhatu, on a déjà un dosha qui s'est vicié, forcément on va avoir une baisse d'immunité dans le premier dhatu et une nutrition qui sera potentiellement de moins bonne qualité pour la suite des dhatus, donc globalement un affaiblissement tissulaire de l'ensemble du corps. Rien qu'en laissant rentrer Vata dans le premier, dans l'estomac. Voilà, déjà la première chose qu'on peut comprendre. Les upadhatus, forcément, et les maladhatus de rasa. Donc les maladhatus de rasa, rappelez-vous, c'est kapha, c'est le flegme. Exactement, on l'appelle poshaka kapha. Hein, ça, c'est poshaka kapha, ça veut dire qu'on est sur un mala, sur un kapha mala, mais c'est pas un kapha comme uniquement quelque chose de flegmatique ou de mucus que notre corps va rejeter du corps, de son corps, pardon, mais c'est poshaka kapha, c'est aussi une notion de nutrition. Poshaka kapha, quelque part, on peut y penser dans les 5 sudoshas de kapha. À la fois, il sert de lubrifiant, il a une fonction lubrifiante de toutes les cellules contenues dans le corps, protection de toutes les cellules dans le corps. Donc quand Rasa dhatu donne comme maladhatu poshaka kapha, ça veut dire qu'à la fois il va libérer tous les mucus excessifs du corps pour ramener le mouvement, mais en même temps il va permettre la nutrition et la lubrification de toutes les cellules de notre corps.
Donc, ça veut dire que si les 5 sous-doshas de kapha sont protection, lubrification, ça veut dire qu'ils sont aussi un moyen de tempérer aussi les états de chaleur dans notre corps. Alors, vous allez voir après comment on crée la chaleur. Donc, si ces kaphas sont insuffisants, forcément, on va créer une augmentation des mouvements de vata et potentiellement une augmentation du feu aussi dans le corps. Donc, il sera important qu'on puisse garder un bon rasa dhatu qui puisse donner des upadhatu de bonne qualité. Bon, l'upadhatu, les upadhatu de rasa, voilà, auront tout intérêt de bonne qualité, mais le maladhatu, il est important puisque c'est poshaka kapha, celui qui est notre maman pour le corps, pour nous protéger, et qui va libérer l'excès de mucus qu'on pourrait faire et qui permettra aussi de réguler quelque part la température du corps. Donc, toute l'importance, c'est de bien comprendre l'enchaînement de ce niveau-là. Et il y a encore autre chose dont on n'avait pas parlé, c'était le rasa dharakala, pardon. Rasa dharakala. Donc, le rasa dharakala, il est fabriqué lorsqu'on passe de l'ashtayi dhatu au shtayi, pardon, lorsqu'on passe de l'ashtayi rasa à rasa ashtayi, et bien sur cette phase, au moment où Agni va prélever tout ce qu'il faut dans l'ashtayi pour fabriquer un tissu mûr, il va fabriquer aussi l'enveloppe de rasa dhatu. Donc, lorsqu'on a un tissu qui est immature, celui du plasma qui est immature, il va contenir déjà tout ce qui va permettre ensuite, d'une part, d'apporter la nutrition au corps, de créer une enveloppe de la circulation du système lymphatique qui soit de bonne qualité, qui permette de nous séparer des autres tissus, des autres cellules autour, afin que chacun soit bien à sa place. Et en même temps, il va donner, eh bien, il permettra la libération de kapha dans ses fonctions de sous-dosha de kapha. Donc, on ne doit pas laisser rentrer un dosha dans l'estomac, puisque l'estomac, c'est forcément la porte d'entrée d'Agni. Donc, aucun dosha ne doit rentrer dans l'estomac. Pourquoi? Comment la fièvre après s'installe? Eh bien, ce vayu vicié, quand il entre dans l'estomac, vient déséquilibrer Agni et s'installe dans le premier dhatu rasa, créé par le processus de digestion. Donc, ceci va bloquer les canaux associés à rasa et à sveda. Le corps aura des difficultés à transpirer et la chaleur sera ainsi conservée dans le système digestif et affectera négativement toutes les autres parties du corps. Alors là, on est en train d'expliquer comment on génère la fièvre. Vous faites rentrer vata dans l'estomac. Mais l'estomac, il a quand même son Pachakapita. Donc, il a quand même son principe de feu qui est déjà là. Puisque Pachakapita, il est potentiellement quand même présent, Pachakapita. Si je laisse rentrer Vata, donc avec des gunas secs, je ne vais pas utiliser les bonnes fonctions de mon Pachakapita pour digérer, mais je vais garder Pachakapita dans un état de chaleur. Du coup, cet état de chaleur, eh bien, il va basculer aussi dans le Rasa Dhatu. C'est-à-dire qu'on va se retrouver non seulement dans le Rasa Dhatu avec une vitiation de Vata, mais on va se retrouver dans le Rasa Dhatu avec un état de chaleur provenant du système digestif parce qu'il n'a pas pu répondre à ses fonctions, donc à cause de Vata installé. Donc cet état de chaleur qui est généré par le système digestif, il reste comme enfermé dans l'abdomen. Et en étant enfermé dans l'abdomen, eh bien, il va quand même rebasculer dans le premier dhatu. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec un état de fièvre qui vient de basculer dans rasa dhatu. Donc, dans rasa dhatu, on a non seulement accumulé on a non seulement accumulé vata, mais on a aussi accumulé le début d'une fièvre à cause d'un agni qui a été perturbé. C'est-à-dire qu'on a récupéré une perturbation d'agni dans rasa dhatu parce que celui-ci a été perturbé par vata, n'a pas pu faire ses fonctions, a généré quand même de la chaleur qui a été inutilisée, qui est restée là. Et ce principe de chaleur, eh bien, il va être problématique ensuite pour le reste du corps. Il va basculer dans rasa dhatu. Est-ce que cette explication, elle va? Elle est comprise, hein, parce qu'on la retrouvera en fait à chaque fois sur tous les doshas. C'est la non-utilisation des fonctions d'Agni qui fait que Agni perturbé, mais existe quand même et passe dans rasa dhatu. Voilà comment on développera la fièvre ensuite dans le corps. Donc notre Agni, il faut l'utiliser à bon escient. Parce que s'il n'est pas utilisé, il peut être destructeur. Le feu, on le sait bien, peut être destructeur. Alors les caractéristiques cliniques, le patient éprouve une fièvre. Alors on va retrouver après toutes les manifestations Vata, hein, ça redevient quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui. Le patient éprouve une fièvre irrégulière avec des pics de température et des retours à la normale. Donc sa fièvre n'est pas constante.
Jvara était particulièrement sévère. Jvara, pardon, serait particulièrement sévère à la fin de la digestion. Alors vous allez voir, c'est assez souvent le cas, c'est qu'une fois qu'on a mangé, si on sent un état d'augmentation de la chaleur corporelle, c'est que potentiellement on a un début de fièvre qui se met en place. Donc Jvara est particulièrement sévère à la fin de la digestion. Il y aurait aussi des variations temporelles entre le jour et la nuit. Hein, donc les personnes qui n'ont pas forcément des états de chaleur la journée, puis qui se mettent à avoir des grosses suées nocturnes. Ça peut, ça n'est pas sûr. Mais en tout cas, ça va être lié avec Jvara. Il y a forcément une perturbation de fièvre et de Jvara qui est là. On retrouve une peau du patient qui est rugueuse, les ongles, les yeux, le visage, l'urine, les selles et la peau sont rougeâtres. Donc on retrouve les dimensions de Pitta avec des dimensions de Vata. Mais ce ne sont pas tellement des dimensions d'un Pitta qui se serait accumulé en amont dans l'estomac, ce sont des dimensions d'un Agni mal utilisé, d'une augmentation finalement de Ranjaka Pitta qu'on peut retrouver qui va augmenter la rougeur et donc on va se retrouver avec des colorations qui sont peut-être un tout petit peu plus rougeâtres que la normale. Donc on retrouve des symptômes Vata et des états de chaleur. Mais il ne faut pas se tromper, on ne va pas basculer chez Pitta, puisque tous les facteurs en amont, eux, étaient plutôt de nature Vata. Et dans les manifestations, on retrouve toujours la sécheresse. Hein, la sécheresse, c'est vraiment le point qui nous permet de nous repérer. Le patient a souvent besoin d'uriner ou d'aller à la selle. Donc, il y a des besoins fréquents. La douleur se déplace et peut manifester des engourdissements dans les pieds, des crampes dans les mollets, des relâchements dans les articulations, une sensation de faiblesse des cuisses, de la douleur dans la région de la taille, dans les épaules, dans les cervicales, dans la nuque. Les muscles du haut du dos seront contractés. La mâchoire peut se bloquer et il peut aussi avoir des acouphènes et des douleurs aux tempes. Donc là, finalement, on est en train de regarder qu'on est dans le stade 3 de l'évolution de la maladie, quand on a un vata qui est en train de se promener, c'est-à-dire qu'on a un dosha, un vata gati, qui est en séjour dans le corps pour trouver un endroit où s'implanter. Quand on est en train de lister tout ce qu'on vient de lister, c'est bien sur la phase de l'évolution 3 de la maladie. Hein, la douleur se déplace et peut manifester des engourdissements des pieds, crampes, mollets. Donc on passe des muscles, on touche les nerfs en contraction, on touche des zones articulaires et on vient toucher le haut du corps. Le patient a un goût astringent et une mauvaise haleine. Il a une bouche et une gorge qui sont sèches. Il peut aussi y avoir des vomissements secs. Donc il n'y a pas forcément de bile, ni de liquide, ni de mucus, ni de matière. Hein. On vomit, mais c'est de très douloureux à vomir et en plus il y a un côté un peu sec. Une toux sèche, une diminution d'agni, forcément, du pouvoir de digestion et de l'assimilation, des malaises, beaucoup de bâillements, des frissons, de l'épuisement, des vertiges, des délires, de l'insomnie et un désir de chaud. Donc tout ça sont bien les caractéristiques de la fièvre qui vient d'envahir un corps, une fièvre de nature Vata. D'accord? Donc on retrouve les manifestations de Vata avec sécheresse, mais des états de couleur rouge. On a bien vu que quand on était fiévreux, on était généralement plutôt chaud. On retrouve l'état coloré, l'état rouge. Donc ça montre bien qu'il y a les symptômes Vata plus fièvre. Et que Vata a généré l'état de fièvre, qui serait vraiment le début de toute maladie. C'est le premier dans les Nidanashtana, l'étude des causes des maladies. En fait, c'est la première des causes de toute maladie, c'est de laisser rentrer la fièvre dans le corps. Une fièvre qui peut être plus ou moins forte, hein, mais en général, voilà, dès qu'on accumule les doshas, on va forcément avoir cette manifestation. Est-ce que ça va sur ce premier point? Si vous avez des questions, peut-être les écrire avant que j'entame la suite. Alors, Serge, alors attends. Peggy, ce qui peut aussi expliquer que certaines personnes ne montent pas en fièvre, eh bien là, on va voir qu'en effet, les personnes qui ne montent pas en fièvre vont avoir des fièvres, mais irrégulières et pas forcément extrêmement puissantes. En tout cas, chez Vata, ça reste irrégulier. Alors Serge, Rasa Dhatu et le dosha aggravé apportent Agni en périphérie du corps. Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une affirmation? En fait, puisqu'en fait, ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que Rasa Dhatu, par son bien avayu,
pour expliquer la rougeur, affirmation. Ah bah ça marche, très bien, voilà, on est dans un état d'affirmation, en effet, puisque le Vyana Vayu de Rasa Dhatu va permettre en fait de distribuer cette partie d'Agni ensuite au Agni, mais dans sa version de destruction, de chaleur, qui n'aura pas été utilisée à l'ensemble des Dhatus. Tout à fait. Ok, on passe aux caractéristiques Pitta. Alors, les causes de Pitta-Jvara. Donc là, on retrouve les mêmes facteurs d'origine pour Pitta. Les causes, l'utilisation excessive de nourriture chaude, acide, salée, piquante, le fait de manger sans avoir digéré le repas précédent, donc de trop grosses quantités quand même de nourriture, d'être en contact avec de la chaleur intense, d'être épuisé en raison d'une activité mentale ou d'un exercice physique qui serait excessif, de vivre régulièrement l'état de colère, de manger des repas trop souvent ou copieux, sont les causes de vitiation du dosha pitta. Hein, on est d'accord, dans les aspects, trop de nourriture, trop d'émotions intenses et des gunas acides salés piquants vont créer une augmentation de pitta qui vont arriver dans l'estomac. Donc le pitta vicié entre alors dans l'estomac et se mélange avec le rasa dhatu. Hein, donc là on retrouve la même chose. À la fois le agni qui était là, eh bien il va se retrouver surstimulé par les facteurs de pitta d'origine, et donc ça va créer une augmentation de la chaleur dans Agni. Ça ne va pas pour autant lui permettre de répondre à ses fonctions d'assimilation et de nutrition correcte du corps. Ça continuera d'affaiblir les tissus du corps si on se retrouve en Tikshna Agni, mais c'est le fait de rentrer Pitta dans l'estomac qui va créer un Tikshna Agni, et donc on va se retrouver dans notre premier Asadhatu avec une propriété de Pitta et d'un Tikshna Agni finalement qui passe dans le Rasadhatu pour être véhiculé à l'ensemble des autres tissus. Donc ce rasa de mauvaise qualité et à la fois vicié de pitta provoque une circulation lente et bloque les fonctions de rasa vahasrota et de sveda vahasrota. Alors là, il y a par contre une chose qui n'est pas tout de suite évidente à comprendre, c'est comment ça va ralentir la circulation dans les srota et comment ça va obstruer les états de sveda. Donc si ça ralentit, c'est tout simplement que le pitta, qu'est-ce qui fait le pitta par un état de chaleur? Eh bien, il crée un état de dilatation. On sait bien que sous l'effet de la chaleur, les tissus vont se dilater. Et si on a un état de dilatation, généralement, ça ralentit la circulation dans les srota. Donc voilà comment on se retrouve avec une circulation lymphatique, une circulation aussi sanguine, mais en tout cas circulation de rasa qui lui sera ralentie. Donc en étant ralenti, il prend de la place, et en prenant de la place, il peut créer, puisque Rasadhatu aussi dans ses premières couches de peau, il va permettre la libération des toxines et de la chaleur du corps par transpiration. Et bien si Rasadhatu est obstrué, dans ces cas-là, on ne peut pas transpirer. Donc il se peut qu'une personne qui ait laissé rentrer Pitta dans son corps ne retrouve et qui a pas forcément va perdre une qualité de Rasadhatu, donc perdra une qualité de sudation, parce que son rasa ne sera pas de bonne qualité. Et donc en perdant une qualité de sudation, il ne pourra pas évacuer l'excès de fièvre. Donc il gardera la fièvre dans le corps. Donc la transpiration est affectée, le corps n'arrive pas à libérer cet état de chaleur à cause de la vitiation du dosha pitta. Hein, donc quand pitta transpire à profusion, globalement ça veut bien dire qu'il souffre d'un état de chaleur, mais ça veut dire que son rasa dhatu n'est pas tant endommagé que ça, puisqu'il peut toujours transpirer. Si on laisse rentrer pitta dans l'estomac avec des excès de nourriture, des quantités de nourriture, on est d'accord, ça va créer aussi un gros rasa, puisque beaucoup de nourriture crée rasa dense. Mais en même temps, si on se retrouve dans ce rasa dhatu, qui est déjà naturellement épais, avec une augmentation du Tikshna Agni, de la chaleur, qui va créer une dilatation, notre rasa dhatu va prendre encore plus de place, qui rendra plus difficile la capacité à transpirer. Et si le corps ne transpire pas, eh bien l'état de fièvre forcément est là. Il est important de pouvoir permettre au corps de transpirer pour perdre sa température. Ok pour cette notion? Alors les caractéristiques cliniques.
Les symptômes de ce type de Jvara comprennent une sensation de chaleur dans tout le corps. Vous vous imaginez dans un sauna avant transpiration. Une fois que vous transpirez dans un sauna, vous allez mieux parce que votre corps, vous souffrez moins de la chaleur. Mais jusqu'à ce que vous puissiez transpirer, vous êtes pris dans un état, votre corps est pris dans un état de chaleur et c'est extrêmement désagréable. Donc là, on est dans cette sensation-là avant transpiration. Donc on sent bien que la chaleur est là, nous comprend une sensation de chaleur dans tout le corps, en particulier au moment de la digestion des repas. Donc là, c'est plutôt en cours de repas. Un autre vata, c'était après avoir mangé qu'on pouvait sentir une augmentation extrême de la chaleur, alors que là, c'est plutôt au cours du repas qu'on ressent la chaleur. Mais on peut aussi avoir des poussées de chaleur l'après-midi, au milieu de la nuit ou en automne. Alors, en automne, tout simplement parce que l'été, si on n'a pas fait attention à maintenir notre Agni en place en été, on est généralement à une phase d'aggravation du Pitta en été. Si après l'été, on ne purge pas Agni, qu'on ne remet pas un état d'équilibre dans Agni, généralement en automne, on souffrira plus facilement de sensations de chaleur et de rougeur dans le corps. Tout simplement parce que ça provient de l'accumulation du Pitta au printemps, de son aggravation en été, et en automne, eh bien, on va se retrouver avec des manifestations aggravées de Pitta. Donc ce type de fièvre laisse un goût piquant dans la bouche avec le paca, donc c'est la mauvaise haleine. C'est-à-dire, non, c'est pas la mauvaise haleine, c'est-à-dire que le nez, la bouche, mais il y aura mauvaise haleine aussi, ça n'empêche pas. C'est-à-dire que le nez, la bouche, la gorge, les lèvres et le palais seront ulcérés. On va retrouver des états de brûlure, des états d'ulcères sur les parties de Bodhaka Kapha. Le patient a une grande soif, des vertiges, il se peut aussi qu'il y ait des évanouissements et des vomissements de bile, de la diarrhée, un besoin de manger, des malaises, du délire. Il peut aussi avoir l'apparition de taches rougeâtres sur le corps, une coloration verte ou jaune des ongles, donc il y a vraiment une suractivation du Ranja Kapita, des yeux, de la bouche, des urines, des matières fécales et de la peau, tout ça en couleur plutôt vert-jaune, des migraines et aussi un besoin important de choses froides. Donc tous ces symptômes sont les manifestations de Pitta Jvara. Est-ce que ça va? Est-ce que toutes les notions, un peu plus subtiles, parce que là on se rend compte qu'il y a un peu de subtilité par rapport aux bases, où on est sur un Pitta qui va normalement transpirer beaucoup, on va toujours retrouver son côté rouge, jaune, vert en aggravation, mais avec des capacités sur les malas à bien les évacuer. Or là, il a un problème, c'est l'évacuation de Sveda qui va intensifier aussi l'état de chaleur. Est-ce que cette partie-là, tout est évanouissement et vertige également? Oui, tout à fait. C'est indiqué aussi avec des états, la chaleur en fait, qui va venir perturber les fonctions du cerveau et qui vont apporter des troubles sur le placement du corps et du pranavayu. Donc on les retrouve aussi. Un état d'acidité accru, bien sûr, puisqu'on a à la fois Pitta, à la fois Agni qui ont basculé dans Rasa Dhatu, donc on n'est plus dans un équilibre alcalin, acide nécessaire au sang, on est plutôt dans un état complètement acide, avec beaucoup de fermentation due à trop de chaleur. Tout à fait. Alors maintenant, on voit les causes de Kapha Jvara. Donc l'utilisation excessive de substances onctueuses, lourdes, sucrées, visqueuses, froides, acides, salées. Donc là, ça va, facile, c'est tous nos gunas qui vont aggraver Kapha sur l'alimentation. Ainsi, bien entendu, que les siestes. Ça aussi, on le savait, on le rappelle, ça aggrave Kapha. Et être heureux d'un mode de vie sédentaire sont responsables de la vitiation de Shleshma, donc qui est le flegme, qui est Kapha. Donc le Kapha vicié va entrer dans l'estomac et se mélanger avec le rasa dhatu initialement formé dans le processus de digestion. Ce rasa de mauvaise qualité va provoquer une circulation dans les srotas lente et va bloquer encore une fois les micro-canaux de Rasa Dhatu et de Svedamala. Donc là, tous les facteurs de nourriture et de mode de vie qui sont kapha
vont faire entrer le flegme, donc le mucus, dans le mucus digestif de l'estomac. Donc on va se retrouver avec un Clédaca kapha dans l'estomac qui va être aggravé. À partir de là, on va être dans un état de Manda Agni. Donc l'état de feu qui, lui, était censé être présent et utilisé ne sera pas utilisé à bon escient parce qu'on a créé Manda Agni, mais du coup va basculer dans le rasa Ashtayi avec le kapha pour fabriquer un premier rasa dhatu qui lui va être avec des guna kapha et avec une partie d'agni qui n'aura pas été utilisée dans la digestion. Donc on retrouve encore une fois, certes les guna kapha, mais un état de chaleur puisque le feu digestif n'a pas pu être utilisé à bon escient parce que Manda Agni. Donc on le retrouve aussi dans le rasa dhatu. Donc on se retrouve avec un rasa dhatu, là c'est facile à comprendre. Dans tous les cas, il est lourd, il est lent, il est collant. Donc c'est le plus lourd, le plus collant de tous des trois dhatus entre Vata, Jvara, Pitta, Jvara et Kapha, Jvara. Pour l'état du rasa dhatu, celui-ci sera forcément le plus lourd parce qu'il vous retrouve en plus les attributs collants de Kapha, avec rasa dhatu qui lui-même va être productif d'un poshaka Kapha. Donc on va se retrouver avec une circulation lymphatique parfaitement ralentie, mais avec quand même une petite présence de fièvre. Donc ça veut dire qu'on aura beaucoup de kapha et une petite présence de fièvre. Peut-être que la fièvre du coup sera moins puissante que chez un pitta, mais elle sera là quand même, peut-être moins ressentie avec les effets de chaleur que chez un pitta. Donc là, on se retrouve bel et bien avec deux choses dans notre plasma, le kapha phlegmatique et le début de la fièvre sur un agni non utilisé correctement. Donc, on va retrouver bien les caractéristiques d'un rasa dhatu épais, et donc d'une peau trop épaisse, trop froide et trop humide, bloquant la transpiration, et donc ne pouvant pas éliminer les états de fièvre correctement. Donc on reste toujours dans un état de chaleur au niveau du corps. Donc l'acné digestif de base se déplace hors de son site et se répand dans tout le corps. Comme les canaux de sueur sont bloqués, ils sont incapables de dissiper la chaleur. La température augmente sur tout le corps, provoquant Jvara. Ça va aussi pour Kapha? Donc là, on a bien vu comment chaque dosha on retrouvait les causes d'accumulation d'un dosha dans l'estomac avec les gunas propres à ce dosha, mais associé ensuite au agni, qui lui, allait, par perturbation du dosha, basculer dans l'ashtaya rasa et se retrouver ensuite dans un blocage de la transpiration et donc impossibilité à évacuer correctement la fièvre pour permettre au corps de guérir aussi, hein. Donc ça va amener plutôt des effets destructeurs si on ne peut pas évacuer la fièvre. Elle est nécessaire, si elle est là, elle permettra aussi de lutter ou de détruire, mais elle ne pourra pas guérir si on ne régule pas la température nécessaire au corps. Alors, les caractéristiques cliniques, le symptôme de Kapha-Jvara sont une sensation diffuse et légère de chaleur dans tout le corps, hein. Donc, on a compris comment finalement on n'avait pas autant de température que sur d'autres cas. Eh bien, parce qu'on a quand même beaucoup de kapha, donc la notion de chaleur sera là, mais moins importante que chez un pitta ou chez un vata qui sera irrégulier. Donc là, on retrouve aussi cette notion de chaleur plutôt après manger. C'est pas tellement au cours du repas qu'on est soumis à une sensation d'augmentation de la chaleur, c'est plutôt une fois le repas terminé. Ça peut être aussi au début de la nuit ou au printemps qu'on peut augmenter ces états de fièvre et de chaleur. Ce type de fièvre provoque une lourdeur dans le corps, une baisse d'appétit, une sécrétion excessive de sleshma, donc du flegme, on aura plus de fabrication de mucus, un goût sucré dans la bouche, des nausées, une respiration sifflante et difficile, des vomissements, un désir de saveur douce, un sommeil excessif ou narcoleptique, mais aussi des raideurs, de la somnolence, c'est-à-dire ça va figer le corps, de la somnolence, de la toux, une dyspnée, une difficulté respiratoire, une blancheur des ongles, une blancheur des yeux, du visage, des urines et de la peau, avec un véritable besoin de chaleur. Donc on retrouve nos deux gunas, nos deux jvara, vata ou kapha jvara, qui tous deux vont avoir besoin de chaleur, sauf pitta qui lui va avoir besoin de froid. Et on retrouve dans les trois cas une notion de fièvre, donc de chaleur qui est là, à ne pas confondre avec pitta.
qui se seraient accumulés. Hein, ça peut tout simplement être une accumulation d'un dosha qui crée un état de chaleur. Parce que souvent, on peut avoir des difficultés à repérer est-ce que c'est pitta, ou est-ce que c'est ama, ou est-ce que c'est la fièvre. Et bien là, en l'occurrence, on est bien sur une dimension de chaleur en ayant accumulé d'autres doshas. Ok pour nos 3 doshas dans leur apparition de fièvre. A-t-on une référence de température maximum pour que la frontière de destruction ne soit pas atteinte et pour qu'il reste une température de référence? Je ne l'ai pas, cette info. Exact, je ne l'ai pas. Alors, est-ce que Serge, tu l'as, cette info? Parce que si tu l'as, tu peux nous dire quelle est la température idéale pour savoir combien est-ce qu'on doit être à un petit peu. Je crois qu'on doit être à un tout petit peu moins de 37. Il faudrait qu'on frôle le 37 et ne pas dépasser le 37. Si on est un peu plus du 37, il me semble qu'on est au-delà de la bonne température. On doit, voilà, faudrait être 37, peut-être 37 de grand max, mais pas au-delà. Mais à vérifier cette info, je l'ai pas dans le cours, je l'ai pas dans les bouquins, je l'ai pas. Alors ensuite, on va voir Jvara Sanipatika. Donc là, ça veut dire qu'on a accumulé plusieurs doshas et qu'on va se retrouver pas bien du tout. Donc les causes, ça va être une alimentation irrégulière. Les causes, ça va être une alimentation irrégulière, le jeûne, les habitudes alimentaires en termes d'horaire, de qualité, toujours de façon irrégulière, le dérèglement climatique et saisonnier. Donc là, on a des facteurs exogènes qui vont influencer Jvara. Une utilisation d'eau pleine de sédiments toxiques. Donc là, on est en train de parler des pollutions environnementales de l'eau et de l'air, des changements climatiques. Donc là, on est en train de parler des causes de tout à l'heure, hein, des causes des pandémies qui vont elles aussi faire rentrer dans notre corps bien, des états de dosha et des états ensuite de fièvre. Application de thérapie à base d'huile et de ghee mal appropriés. Hein, donc si on applique des traitements huileux, au mauvais moment ou des traitements nutritifs au mauvais moment, on risque de créer une augmentation de Jvara. Une gestion postpartum inappropriée, hein, pareil, hein, au moment de l'accouchement, c'est une grosse aggravation de Vata pour le corps de la femme. Et donc ça, derrière, il y a un grand travail de régulation d'Agni, de régulation des vayus et de redonner du bala physique et psychologique à la dame. Donc ça, c'est aussi une des causes, ainsi que les autres facteurs mentionnés précédemment. Donc, si on reprend tous les facteurs d'une alimentation Vata, Pitta, Kapha, et qu'on est irrégulier dans ces différents types de facteurs, donc on ne fait pas que aggraver Vata, on aggrave aussi d'autres doshas, et qu'à ça vient s'ajouter des facteurs environnementaux de pollution de l'eau, de l'air et de la nourriture. Dans ces cas-là, on est en train de faire rentrer une Agantujvara, c'est-à-dire une fièvre en ayant plusieurs causes de perturbation. Donc Agantuja Jvara, donc c'est Jvara causé par des facteurs exogènes. Donc ça veut dire qu'on a à la fois accumulé Vata Pitta Kapha plus des facteurs exogènes. Donc dans ces cas-là, c'est le 8e type de fièvre. Cette fièvre s'accompagne de douleurs. Alors quand je dis 8e type de fièvre, c'est qu'il s'est référé aux différentes constitutions sur les 7 constitutions. Et dans les 7 constitutions, les Vata, Pitta, Kapha, après on a les Vata, Pitta, les Pitta, Kapha, les Vata, Kapha. En fait, ça nous indique que selon les... On peut très bien avoir des causes à la fois Vata, Kapha, à la fois Pitta, Kapha, de la même manière qu'on peut avoir des constitutions. Donc là, on a vu que 3 caractéristiques, la Vata Jvara, Pitta Jvara, Kapha Jvara, mais on peut avoir Vata Pitta Jvara, Vata Kapha Jvara, Pitta Kapha Jvara. Donc là, on retrouvera toujours la même logique de compréhension. Et là, on arrive au 8e cas, c'est que non seulement on peut avoir l'une ou l'autre des compositions de Jvara précédentes, mais associé à la Gantu, ça veut dire avec des facteurs exogènes, qui eux sont plutôt environnementaux, de climat, d'air ou d'eau impropre, et pollué, vicié, et bien dans ces cas-là, on fait rentrer notre Agantuja Jvara. Voilà.
Donc cette fièvre s'accompagne de douleurs et est souvent causée par un traumatisme, une association aussi, donc elle peut aussi provenir d'une association avec le mal, la fascination et la colère. Donc là, c'est tout ce qui va être lié. Finissez de voir, hein, c'est trop cool. Nous, on a bientôt fini. Donc elle est donc voilà d'autres associations avec des parties un petit peu plus vraiment des émotions de colère, de subir des émotions de colère ou des attitudes fanatiques par rapport à quelque chose, en association aussi avec des dimensions malsaines. Eh bien, on va s'attirer à Gantushvara. Donc ces causes se manifestent directement comme fièvre sans aucun symptôme préalable. C'est-à-dire qu'on ne la reconnaît pas en amont, elle va arriver de manière très puissante et, euh, et bouleversante. Les fièvres causées par un traumatisme influencent la pathologie du sang, tandis que les idées fanatiques ou la colère influencent et perturbent tous les doshas et créent des conditions incurables de fièvre. Hein, donc là, ce qui est expliqué, c'est que par rapport aux dimensions de colère, en fait, on va se retrouver à créer une aggravation sur tous les trois doshas. L'état de colère, en fait, aggravera dans tous les cas les trois doshas et va, en les aggravant, et bien, créer des fièvres extrêmement costauds, puisque non seulement on a aggravé des gunas en fonction du dosha, on a basculé Agni dans le corps et à ça on y a associé de la colère ou un espèce d'état fanatique qui lui aussi est source de grande chaleur. Donc là on se retrouve dans des états de fièvre qui globalement sont incurables, extrêmement puissantes. Parce qu'elles vont aussi s'implanter dans le sang. Hein. Donc tout ce qu'on a vu au niveau des facteurs, la listée, eh bien, font aussi que ça va basculer et ça va créer du pitta, ça va créer le pitta lui-même, qui est le sang et qui va être un pitta de très mauvaise qualité dans les fonctions du sang. Donc si on perd des fonctions du sang, on perd des fonctions du feu, on perd des fonctions du feu dans sa notion de téjas pour le corps. Et donc là, on va avoir un état de destruction important qui en découlera. Alors, les symptômes avant-coureurs de tous les jvaras. Comment on peut repérer qu'on est en état de fièvre avant que la fièvre soit là? Enfin, voilà, l'idée, c'est les symptômes avant-coureurs avant la fièvre. Donc, les caractéristiques préalables du jvara incluent le goût anormal dans la bouche, la lourdeur dans le corps, l'aversion pour la nourriture, des yeux agités, un sommeil excessif, un corps agité, des bâillements, des frissons. On se sent épuisé sans pour autant avoir fait de l'exercice. On peut aussi avoir quelques petits vertiges, des difficultés à dormir, être plus irritable, soit un besoin, soit un rejet du froid ou de la chaleur. On peut également avoir une perte d'appétit, se sentir faible, des douleurs dans le corps, une vitalité réduite, une agitation mentale, une léthargie, un manque d'oisiveté dans une notion de contemplation avec une vraie présence ou un manque d'activité, de l'apathie à un régime quotidien, le manque de respect aussi aux paroles des aînés, l'agitation des enfants, c'est-à-dire qu'on ne supportera pas l'agitation des enfants, l'aversion pour faire du travail, on aura plus envie de travailler. Non, aversion, c'est avoir envie, je crois. C'est être une compulsion vers le travail. On peut aussi aversion. Que je fasse pas d'erreur dans la définition. Aversion, c'est un rejet ou une attirance forte. L'aversion, c'est un rejet. Aversion, c'est un rejet. Oui. Ok, ok, une répulsion. Hein. Donc ça marche. Une répulsion du travail. On sera mal à l'aise aussi avec les odeurs, hein, avec les parfums. On aura donc une aversion, une répulsion pour les saveurs sucrées. Un désir de choses acides, salées et piquantes. Donc ces symptômes augmentent avant le début de Jvara et peuvent continuer au cours de la fièvre. Donc ça, c'est vraiment tous ces états un petit peu
de perte d'appétit, de perte d'entrain, de lenteur dans le corps, d'être vite irritable, d'avoir des troubles de sommeil, une mauvaise haleine. Tout ça, eh bien, c'est un petit peu avant-coureur. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes une constitution CAFA, mais ça veut dire que vous êtes peut-être en train de vivre un préalable de fièvre et que vous allez potentiellement bientôt tomber malade. Ok. Ensuite, on a les conséquences. Les conséquences de Jvara. Jvara se produit en raison de la colère de Maheshvara. J'ai pas regardé qui était Maheshvara. En fait, faudra regarder. On va le regarder tout de suite parce que je l'ai pas fait et ça me semble être important d'avoir l'information de qui est Maheshvara. Alors, quelqu'un sait qui est Maheshvara? J'ai pas le nom. Jvara se produit en raison de la colère de Maheshvara. Ah, je n'ai pas l'info. J'ai rien du tout. Non plus sur internet, j'ai rien du tout. Bon. Shiva, ça serait Shiva. T'as une Shiva, appellation de Shiva. Ok. Bon, donc voilà. Jvara se produit en raison de la colère de Shiva. Il pourrait enlever la vie de toutes les créatures, c'est-à-dire de créer de la douleur dans le corps, dans les organes de sens et dans l'esprit. Il va réduire l'intelligence, la force, le teint, le sentiment de bonheur et d'enthousiasme et produire de la fatigue, de la confusion et une aversion pour la nourriture. En fait, il est appelé Jvara parce qu'il produit un effet malsain dans le corps. Aucune autre maladie n'est aussi effrayante, compliquée et difficile dans le traitement que celle-ci. C'est pourquoi il est considéré comme le roi de toutes les maladies. Je ne sais pas si c'est Shiva, hein, parce que là, on parle de Maheshvara qui est le roi de toutes les maladies. Donc, je pense qu'on met en colère, à mon avis, une forme de démon, ou alors c'est une partie démoniaque du visage de Shiva qui va être celui qui est le roi de toute maladie, qui va faire rentrer la maladie dans le corps et qui va tuer le corps. À mon avis, ça doit être une dimension du Shiva peut-être destructeur. Donc oui, c'est Shiva qui est en colère. Bah oui, c'est ça, c'est Shiva qui est en colère. Donc Shiva qui est en colère, hein, eh bien, ça sera le destructeur sous forme de maladie. Donc il est considéré comme une force vitale, puisque tous les êtres vivants naissent avec de la fièvre, température corporelle, et meurent avec de la fièvre. Les êtres vivants affligés perdent la mémoire de tout événement de leur vie antérieure. En fin de compte, la fièvre enlève la vie de toutes les créatures. Donc à la fois, quand on dit que la fièvre arrive avec la naissance et quitte le corps avec la mort, c'est le principe de chaleur qui va être là au niveau du corps, mais ce principe de chaleur, si il est aggravé, il va être destructeur. Et on a vu comment on pouvait faire rentrer Agni dans les Dhatu et amener l'état de destruction. Voilà, je trouvais ça intéressant de faire ce point sur la fièvre parce que c'est en fait, avant de parler de toute manifestation et déséquilibre d'état de maladie, eh bien c'est le premier à se mettre en place et c'est la première à se mettre en place dans le corps, dans les états d'accumulation et d'aggravation des doshas. Donc principe de gestion de Jvara, comment est-ce qu'on va gérer Jvara? Finalement, si on fait l'inverse de ce qui permet d'accumuler les doshas, globalement, ça devrait aller mieux. Donc au début de la fièvre, quand on se rend compte qu'on a les symptômes avant-coureurs, il est important de faire un régime ou un jeûne, surtout de ne pas manger, puisqu'en fait, on est déjà en perte d'agni à cause du dosha vicié. Donc, comme on est en perte d'agni, il ne s'agit pas de rajouter un état de lourdeur, sinon on va accélérer les processus de fragilité du corps. Donc, au début de la fièvre, un régime ou un jeûne est utile parce que la maladie provient de l'amashaya, l'estomac. Dans un tel cas, la prise de kashaya, donc on prendra des décoctions. On fera également des lavements huileux, mais on trouvera le bon niveau d'onctuosité du lavement qui est à mettre en place. Comme je le dis, pas trop huileux non plus, pas trop d'application d'huile sur le corps, sous risque d'augmenter Jvara.
Hein, dès qu'on a un état fiévreux, si on rajoute de l'huile, on risque d'augmenter Jvara, on risque d'augmenter la fièvre. Mais le côté huileux va aussi avoir une qualité à coller et plus facilement à pouvoir aider à éliminer. Donc au moment où on est en état Jvara, eh bien on pourra choisir des applications de traitement avec le bon dosage du huileux pour permettre le nettoyage et la santé des pranas dans Apanavayu. Mais aussi de suivre un régime diététique spécifique avant que ça se développe. Donc on va être dans une étape un petit peu comme les étapes de Shodhana en fait. Hein. Dans les étapes de Shodhana, eh bien, si on regarde, notre but c'est de réguler Agni, de faire en sorte de réguler Agni, puisque lui c'est le maître à bord. Donc on régulera Agni en diminuant la quantité de nourriture, en diminuant la quantité de nourriture et en laissant cette nourriture facile à digérer. Donc bien sûr, on évitera aussi les crudités. On évitera les choses trop rugueuses ou trop sèches, puisqu'il faut que ce soit facile à digérer. Donc on sera sur des modes cuits avec une alimentation plutôt lisse, plutôt glissante, mais pas lourde ni huileuse au niveau de l'alimentation. On pourra, aux symptômes avant la fièvre, avant l'état de chaleur, utiliser des thérapies par l'huile, mais avant, s'il y a la fièvre est là, on ne peut plus le faire, hein, pour pouvoir récupérer le dosha et favoriser l'élimination de ces doshas par les thérapies par la chaleur, et préparer la peau ou nettoyer le côlon. Donc ensuite, on s'intéressera à l'élimination des malas. Il faudra s'assurer, donc une fois qu'on aura augmenté Agni, pas trop donner à manger ou donner des choses faciles à digérer et des décoctions pour rebooster Agni, on pourra aussi s'occuper d'éliminer correctement Sveda, Purisha et Mutra, qui sont nos 3 émonctoires qui ont besoin de fonctionner pour libérer l'accumulation des doshas et pour libérer l'état de chaleur qui est en train de se mettre en place et créant les maladies. Donc là, on aura encore une fois des plantes, des saveurs, hein, des remèdes qui vont pouvoir accentuer. Lorsqu'on est en train de faire ça en phase de signes avant-coureurs, il y a des chances qu'on empêche la fièvre de complètement se développer et après de prendre le corps sous l'état de maladie et de créer la maladie dans le corps. Alors, autre chose qui est très importante, hein, c'est que dans tous les types de Jirna Jvara, c'est-à-dire les fièvres chroniques, dans ces cas-là, on va traiter avec des ghis médicamenteux préparés. Hein, on sera sur des préparations de ghis avec des plantes dedans qui seront majoritairement, voilà, on donnera du ghis pour son côté anti-inflammatoire, son côté nutritif des cellules qui risque aussi d'être abîmé par les états d'augmentation de la fièvre dans le corps. Et en même temps, le ghee qui va pouvoir pénétrer toutes les cellules du cerveau jusqu'au système de digestion, jusqu'à tous les datus, pour pouvoir à la fois apporter sa nutrition, sa protection, diminuer son état de chaleur et en même temps transmettre les plantes pour qu'elles soient assimilées par Agni et en même temps assimilées par les datus. Mais pour ça, on ne peut pas agir si on n'a pas fait une shodhana de préparation en augmentant Agni et éliminant les 3 malas. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Avez-vous des questions? Alors, vous pouvez ouvrir le micro, hein. Je vais juste couper le Audacity. Hop. Je veux bien prendre la parole. Oui. Ma question, c'est, j'ai un petit peu la réponse, mais du coup, on a parlé vraiment quand Vata, Pitta ou Kapha rentre dans l'estomac, et du coup, il y a la fièvre qui va pouvoir à ce moment-là se manifester suite au déséquilibre que ça apporte à Rasa. Mais du coup, en cas de virus, en cas de gastro, enfin tout ce qu'on peut rencontrer dans l'année comme petite infection, les personnes qui sont infectées, c'est parce que en fait à la base leur rasa est déjà déséquilibré. Et oui, exactement. C'est-à-dire que si on est infecté de quelque chose, c'est qu'on a un système immunitaire qui n'a pas fonctionné correctement et qui a permis l'infection.
l'envahisseur de prendre sa place et d'agir. Donc ça sous-entend qu'on avait déjà une problématique d'OJAS et notamment une problématique d'un mauvais rasa et peut-être déjà potentiellement une problématique sur Agni en amont ou sur les D'accord. malas, enfin toute la chaîne des... Exactement. D'accord. Pourquoi il y Merci. aurait, pourquoi en fait, si on prend le corona, hein, qui est aussi la même question, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont apparemment le corona, mais qui manifestent pas les symptômes, alors que d'autres personnes vont manifester les symptômes et s'en sortir très bien. D'autres personnes vont avoir les symptômes, en mourir, et même si on prend dans les personnes âgées, il y en a qui s'en sortent quand même, alors que d'autres trépassent. Donc, et ça peut aussi arriver chez les plus jeunes. Donc finalement, et aussi d'un pays à l'autre. Donc on est bien dans des dimensions d'inégalité complète en termes d'âge, de population, de mode de vie, parce que ce qu'un Français mange et ce qu'un Chinois mange et ce qu'un Américain mange, c'est quand même pas du tout la même chose. Et nos façons de vivre et tout ça, tout est complètement différent. Donc on voit bien que ça nous ramène à la question d'Agnivecha ce matin, en fait, est-ce qu'une même maladie peut atteindre et disséminer plusieurs individus? Donc là, on a les facteurs climatiques qui sont en cause, hein, qui expliquaient que les facteurs climatiques, de toute façon, baissaient notre état immunitaire. Donc, on subit ces facteurs climatiques en tant que facteurs exogènes de la fièvre qui peuvent arriver, mais à ça, si en plus on a une fragilité d'Agni et une fragilité de nos malas, eh bien on aura un mauvais rasa et on aura un mauvais système immunitaire et donc on sera propice à choper le virus ou la bactérie ou le truc qui traîne. Ok, merci. C'est ça, avec plaisir. Moi, j'ai une petite question par rapport, en fait, c'est en lien par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Personnellement, moi, je suis en confinement avec une petite colonie, on est pas mal. Et j'étais en train de bien réviser mes bouquins d'Ayurveda et il y avait une détox qui est conseillée pour nettoyer le système digestif, qui est à base en mode petit, 3 jours de buttermilk avec certaines épices et après 3 jours de kitchari. Et je voulais savoir si c'était en accord avec justement ce qu'on dit un peu là, vu que tu parles de justement pour prévenir un peu de la fièvre malgré certains symptômes qu'on pourrait ressentir, si justement c'était en accord pour rebooster notre Donc en système fait, immunitaire. voilà, Lélia, tu te demandes si l'idée de jeûne que tu as en tête, qui est constituée de 3 jours de buttermilk plus 3 jours de kishari, si cette réduction Ouais. alimentaire peut convenir au fait de réguler, d'éviter que Jvara se développe. C'est dans ce Ouais. but-là. En fait, ton choix de jeûne, il va falloir être sûr déjà de l'avoir adapté à toi, à ta nature d'Agni, à ta prakruti, ta nature d'Agni et ton fonctionnement au niveau du corps. Donc là, moi, je ne peux pas te dire si ce jeûne est correct à partir du moment où je n'ai pas fait ton bilan qui me permet de déterminer la nature de ton flux digestif et de tes émonctoires pour être sûr, et de ton rasa dhatu et de ton mode de vie actuel pour être sûr que c'est la bonne purge qui te convienne. Enfin, pas la purge, mais le bon régime Ouais. alimentaire qui convienne. Parce que si on était si par exemple tu avais déjà un mandat Agni et de consommer du buttermilk et ensuite du kishari en état mandat Agni, je ne suis pas sûre que ce soit même si c'est toujours mieux que de manger varié, que de manger froid, que de manger lourd, c'est toujours mieux, mais il y a quand même les guna kapha qu'on va retrouver avec une notion de densité, de lourd, de huileux pour le buttermilk et d'acide aussi légèrement pour le buttermilk et ensuite de lourd et d'asséchant pour la suite, alors pour les 3 jours de kishari. Donc on retrouve des choses qui sont pas si évidentes que ça à digérer. Le kishari, c'est lourd et c'est sec. Donc même si on est dans une monodiète où on réduit la diversité des aliments, du fait que ce soit lourd et que ce soit sec, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas hyper facile à digérer. Donc dans les cas où on est chez un vata, c'est plutôt bien considéré. Dans les cas où on est chez un vata et qu'on mangerait que ça, ou éventuellement chez un pitta et qu'on mangerait que ça, parce qu'on va se retrouver avec le doux du riz et le soja mongo qui lui va avoir cuit, ça reste cuit. Donc pourquoi pas pour du kishari avec peut-être un petit peu d'épices aussi quand on a du vata. Mais là, l'aspect, je dirais, pour vraiment y répondre, quelle est la bonne détox pour la personne, il faut faire son bilan pour évaluer ton appétit, ton élimination, comment tu te sens au cours du repas, après manger, comment tu te sens avant manger aussi, si tu as des états de froid avant manger, si tu as des états de grande chaleur
pendant le repas ou après le repas, tous ces symptômes vont nous permettre d'évaluer ta nature d'Agni. Ok. En tout cas, l'idée de simplifier pour faire une réponse un petit peu plus tridochique et facile à mettre en place. Pour simplifier, je dirais que si on est sur de la monodiète, donc déjà on peut, une monodiète, ça peut être de choisir un seul aliment. Donc là, si on est si on reste sur quelque chose de, si on fait que 2 repas par jour, toi, t'en fais un à 10 heures, t'en fais un à 18 heures, tu bois des boissons à température de ton corps, tu manges à la température de ton corps. Ça aussi, c'est important d'éviter toute variation de température, ni trop chaud, ni trop froid. On doit rester à des choses à 37 degrés. Eh bien, déjà, tu fais 2 repas par jour, 10 heures, 18 heures, toujours la même horaire. Ça, c'est super. Te coucher à 22 heures, te réveiller à 6 heures, ça, c'est super, puisqu'on est en train de rester calme en faisant tout ça. On maintient le dinacharya, l'hygiène de vie pour maintenir Vata. Et que sur ces 2 repas, 10h, 18h, on est sur une part, soit, alors après, c'est ça qu'il faut voir, hein, ce qu'on choisit. Si on choisit le kishari, on a une part de protéines, on a une part de, on est dans les deux, dans tous les cas, dans des glucides complexes. On est sur une saveur douce. Donc, espérons qu'il faut quand même un bon agni pour digérer des féculents. Et là, un kishari, on est sur des féculents. Il faut qu'on ait un bon kloma agni qui soit capable aussi de bien digérer les féculents. Donc, la saveur douce va pacifier la circulation de tous les vatas, mais il faut quand même qu'elle soit pas trop lourde. Donc, une petite quantité de kishari avec des épices et un petit peu de ghee, ok, ça me semble être relativement tridoshique si on sait gérer les quantités, les associations et la température du plat. Donc pourquoi pas le kishari, et autrement on peut aussi très bien choisir de faire une monodiète avec du légume et de regarder sur la notion des légumes quels sont, si on est sur du les légumes qui vont, on peut très bien être un jour sur du fenouil, un jour sur du poireau, voilà, choisir un jour le légume que l'on va manger, sachant que le légume, et on peut faire un jour de patates douces ou un jour de kishari. Donc là, on change peut-être d'une journée à l'autre, mais on n'a que 2 repas et tout est stable pour le reste. Et on s'apporte des nutriments différents, un jour plus de vitamines, de minéraux, le lendemain un petit peu plus de glucides. C'est-à-dire que pour le corps, ça reste plus facile à digérer. Voilà. Autrement, je dirais, on doit vraiment adapter par rapport au Agni. Et je ne prendrais pas le risque. Merci beaucoup. Moi, je ne prendrais pas le risque, en fait, de ce régime-là, s'il y avait une Vikruti Kapha qui se serait installée chez la personne. Je ne prendrais pas le risque d'un Kishari butternut et puis... pas butternut, pardon, buttermilk et Kishari. Ok, ça marche. Et merci. Du coup, je rebondis sur ça. D'après toi, Caroline, il n'y aurait pas de contre-indication à faire un jour monodiète de Kichari, le lendemain poireau, alterner plutôt glucides un jour et plutôt légumes un autre jour? Je dirais qu'on pourrait commencer sur des choses un petit peu plus lourdes au départ pour que ce soit progressivement plus léger. Parce que le corps n'est pas habitué tout de suite à se retrouver dans quelque chose de tout de suite léger. On va créer une espèce de panique dans le corps. Donc il vaut mieux commencer dans les débuts avec quelque chose un peu plus lourd comme un kishari. Et pourquoi pas faire 2-3 jours de kishari. Et puis après passer sur 1 ou 2 jours de monodiète avec un aliment cuit. Et ensuite, pourquoi pas uniquement une monodiète de fruits sur une journée ou un bouillon de fruits un bouillon de légumes, pardon, sur une journée. Donc là, on aurait fait une progression, supposant le côté d'aider Agni en fait à se réguler sans trop le perturber, sans avoir fait l'analyse de la personne et de son feu digestif. Dans ces cas-là, pour essayer de répondre, on pourrait faire une monodiète progressive, hein, donc 3 jours de kishari, et puis après 2 jours, par exemple sur du fenouil cuit. Et puis on pourrait avoir ensuite un jour de compote ou de raisin, et ensuite de finir sur un bouillon. Vous voyez, on a fait une progression plus légère pour préparer un virechana en fait. Hein. C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on est en phase de préparation d'un virechana qui va permettre ensuite de réguler le feu digestif. Et pour ce qui est de la reprise alimentaire, il faudra aussi pouvoir être très très régulier dans la reprise alimentaire. D'accord, ok, merci. Alors, mon micro marche pas très bien et ma question est rapide. Quelqu'un connaît-il ou elle l'orthographe de Jvara?
Sanipatikar et de Lagandujwa Jara. L'orthographe, tu dis? Parce que tu l'as très bien écrit en fait. Il n'y a pas de faute. Hein. Alors, Lagandu, attends, pour juste la partie Agantu, c'est Agantu. Agantu. Ja. Jouara. Voilà, donc tu vois, t'étais très bien. Oui. Moi, j'aurais une petite question. Coucou. Alors, moi, j'aurais une petite question sur le fonctionnement, on va dire, personnel. Il y a quelque chose que je ne comprends pas par rapport au cours qui, en fait, qui fonctionne chez moi. Si tu veux, je mange et on va dire que 4 heures plus tard, il y a un sentiment de grand froid qui s'installe avec une langue très, 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 très blanche. Avec une fatigue qui vient. Il suffit que je mange et la langue elle devient rose, elle redevient de couleur avec bien lubrifiée et j'ai un état de chaleur qui vient en post-digestion de manière assez importante dans tout le corps, comme si ça recirculait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette langue qui devient blanche avec un état d'obstruction. J'ai vraiment essayé pas mal de choses, essayé de comprendre, mais je Alors, est-ce que bloquée. ta langue, elle devient blanche de couleur ou est-ce qu'elle devient blanche d'un revêtement blanc? Elle devient blanche de couleur. Voilà, c'est plus logique. Et c'est sec Ok. et rugueux. Hein. Donc, on se retrouve avec une langue qui est un petit peu plus pâle, un peu plus terne, potentiellement qui a un manque de couleur, donc qui peut être un petit peu plus terne, plutôt que blanche comme un cafard, ou plutôt que couverte comme un revêtement blanc de cafard. Ah non, elle est blanche. Elle est vraiment blanche. Si tu veux, dessous, on voit qu'elle est rose, mais en surface, elle est blanche et on voit que c'est rugueux quand même. Donc, on est sur du blanc et sur du rugueux. Ça veut dire que tu as perdu du Bouddhaka Kapha qui va lubrifier et tu as perdu l'acidité aussi qui est présente dans ton système dans ta bouche. Donc, ça sous-entend que dans ton système de digestion, on se retrouve avec un état de vata qui, lui, peut être aggravé et qui va remonter un état de sécheresse et de rugosité sur ta langue avec une insuffisance, finalement, des sucs gastriques de Jataragni qui seraient dans ton système de digestion. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi tu as un grand froid. Donc là, tu serais, en plus, si ça t'arrive l'après-midi, on a plein de facteurs qui sont d'ordre vata qui sont expliqués. Puisque l'après-midi, on est dans l'aggravation de leur vata. Tu peux peut-être potentiellement être un peu en hypoglycémie, c'est-à-dire que ton corps, il se retrouve avec une difficulté d'assimilation de l'énergie. Donc, tu as une baisse d'énergie au niveau de tes cellules physiques et psychologiques. Tu vas te retrouver avec un vata qui doit être présent dans la sphère d'Agni. Et donc, tu te retrouves dans le circuit de l'estomac jusqu'à la bouche avec une présence de ce vata qui va présenter rugosité, assèchement. Donc, ça veut dire que tu es en train d'avoir un vata qui est aggravé, tout simplement, qui est là aggravé. Et donc, il suffit que tu manges. Donc, l'avantage de vata, c'est où est-ce que vata est diminué? Eh bien, vata, il est diminué dans l'estomac. Si on se rappelle bien, il est aggravé dans le côlon et il est accumulé dans l'intestin grêle. Donc, ça veut dire que là où on peut diminuer vata, eh bien, c'est en apportant du lourd à l'estomac. Si tu as l'estomac plein de vata, entre guillemets, eh bien, si tu apportes de la nourriture, tu vas du coup apporter un état de lourdeur. Si cette nourriture, espérons qu'elle soit chaude, ce qui serait quand même bien, chaude, humide et glissante. Ouais, ça, c'est bon. Donc, du coup, tu vas apporter quelque chose qui a un antidote à vata dans ton estomac et en même temps, tu vas permettre de faire venir les sucs digestifs. Tu vas stimuler les fonctions digestives, donc augmenter la chaleur. Ce qui va ramener dans ta bouche de la lubrification puisque ça va activer ton Bouddhaka Kapha. Et ça va activer ta circulation de chaleur, ta circulation du sang, tout simplement, et donc redonner une couleur à ta langue. Et donc, du coup, il vaut mieux que je fasse des plus petits repas plutôt que des gros repas. Ça, c'est la dynamique si c'est vraiment vata qui est présent si tu es vraiment dans un fonctionnement d'accumulation de vata dans l'estomac et dans le corps, on retrouvera avant de parler de la quantité des repas, c'est la régularité. D'être sûr que tu manges à mêmes heures, les mêmes qualités, les mêmes quantités, que tu te couches aux mêmes heures, que tu te réveilles aux mêmes heures, que tu n'as pas de facteur environnemental agitant pour qu'il y ait autant que possible du calme chez toi. Avant tout, je souligne ces aspects-là qui perturbent beaucoup Pranavayu et qui vont perturber Agni.
Mhm. Et à ça, tu pourras ajouter, pourquoi pas, des petits repas en petite quantité et fréquente, toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures plus petit. Toutes les 3-4 heures, voilà, pour pas surcharger pour apporter de l'assimilation d'énergie et sans que ce soit trop difficile sur un feu digestif déjà avec Vata qui est rentré dedans. Ok. Ok? Ouais, Super. ça a mis des lumières. Merci. Avec plaisir. C'est le moment des échanges. Moi, j'avais... Coucou. Coucou. Je sais pas si tu m'entends, coucou. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu as des conseils à nous donner je viens de la marquer là, en alimentation, en boisson pour cette période? Ah oui, hein, cette période que l'on vit tous, hein, c'est ça. Tu parles du printemps ou tu parles de l'épidémie qui est là? Non, pendant cette période épidémique, justement. D'accord, hein, parce que ceci dit, il faut quand même faire attention au printemps. Mhm. Donc il y a plusieurs choses. Attends, je vais prendre une feuille. On a à la fois l'épidémie Mhm. qui, elle, on l'a vu, est due à une pollution de l'air, de l'eau et de la terre, hein, et des états d'esprit humains qui ne sont pas sadviques, des modes de vie qui ne seraient pas sadviques. Donc ça, c'est une des premières choses de l'épidémie. Cette épidémie, elle se manifeste à une certaine période pour nous. Alors après, je ne sais pas si c'est la même pour le monde entier, mais je ne pense pas puisqu'on n'a pas les mêmes niveaux de pays et de climat. Mais en tout cas, pour nous, ça arrive au niveau du printemps. Alors peut-être ça explique aussi pourquoi ça touche plus un pays en amont et moins un autre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes réactions en fonction du climat que l'on vit. Et on ne le manifestera pas non plus de la même manière entre l'Inde aujourd'hui il fait 35 degrés et chez nous on a eu très chaud la semaine dernière. C'est pas normal non plus d'avoir très chaud la semaine dernière et puis là d'avoir 0 degré le matin. Vous voyez, ces fluctuations de température, elles sont quand même pas tout à fait propices non plus ou toujours tout à fait logiques pour qu'il y ait autant de dénivelé dans une même journée. Donc, on a à la fois à faire attention au printemps pour nous et à la fois à faire attention à la maladie. Alors, la première chose, c'est comme en période de Shodhana, il faut qu'on régule notre Agni. Et il faut qu'on passe par Virechana si je veux répondre de manière plus ayurvédique. Hein. Après, je sais que c'est difficile à mettre en place. Mais ça serait en 1, réguler Agni, éliminer les malas. Donc, dans éliminer les malas, on a pratiqué un Virechana et faire des lavements du côlon. Idéalement, ça, c'est de commencer par ça avant d'entamer une thérapie de nutrition et de rasayana pour renforcer l'immunité. Donc là, idéalement, c'est ce qu'on aurait dû faire en hiver. Si en hiver, on a fait les thérapies Virechana, lavement du côlon, qu'on a bien régulé notre agni, que nos malas sont bien évacués, globalement, on sera en super forme pour maintenant. Parce qu'on aura fait attention en hiver à ne pas accumuler kapha. Donc on sera en bonne santé aujourd'hui et on aura un bon système immunitaire face au virus. Maintenant, aujourd'hui, il est un petit peu trop tard, le printemps est là et la maladie est là aussi. Donc une maladie qui touche surtout les poumons. Donc une maladie qui touche les poumons et les poumons qui vont être liés notamment si l'estomac, on accumule donc à la période en fait, ça touche les poumons à la période où on est dans une période d'aggravation de kapha et potentiellement avec plus de mucus dans les poumons dû à l'accumulation du froid et de l'humidité de l'hiver. Donc nos poumons sont déjà facilement fragiles avec une baisse d'immunité due à l'accumulation de kapha en hiver. Donc il faudra qu'on pense à prendre des plantes qui, elles, vont chauffer, vont avoir des fonctions chauffantes et régénérantes sur le plan des poumons pour pouvoir libérer le mucus. Mais il faudra aussi qu'on soit vigilant à l'estomac, puisque lorsque j'accumule, avant que Avalambaka kapha soit plein de rasa, ça sous-entend que j'ai laissé rentrer kapha dans mon estomac pour ensuite produire beaucoup de rasa dhatu. Donc le rasa dhatu qu'on va retrouver dans les poumons sous forme de mucus, eh bien il est important qu'en amont je ne laisse pas rentrer kapha. Donc aujourd'hui, s'il y a bien un régime alimentaire qui est vraiment important à suivre, hein, en cette période de confinement où on voit des blagues où on prend beaucoup de poids, eh bien, il faut surtout éviter de prendre du poids en ce moment. Hein, donc, il faut éviter de manger trop lourd et donc, il faudrait éviter les fromages, il faudrait éviter les yaourts, faut éviter les viandes rouges, la viande de porc
les produits gras, les frites, tout ce qui est trop huileux, trop lourd, donc tous les aliments qui sont tamasiques ou de nature kapha et froids sont à éviter en ce moment pour éviter de laisser rentrer kapha dans l'estomac et de là créer une fragilité d'avalambaka kapha et des poumons qui eux sont déjà naturellement fragiles par rapport à la saison et en plus à un virus qui aime et qui vient s'attaquer, s'installer confortablement dans les poumons. Donc après, on parle en amont aussi qu'il faut éviter d'avoir l'état de chaleur ou trop de chaleur dans le corps, puisque c'est la chaleur qui va lui permettre après de bien se rentrer dans les... Donc quand on parle de chaleur, on ne parle pas de thérapie à base de curcuma ou à base de poivre ou de décoctions qui vont être nettoyantes ou d'aliments légers, mais simplement si déjà on a Jvara dans le corps, ça va être plus facile pour le virus de rentrer dans le corps qui est en début de Jvara pour pouvoir s'installer et s'implanter ensuite dans les poumons. Donc il faut éviter de se retrouver dans un état de Jvara. Si vous retrouvez les symptômes qu'on a lus tout à l'heure, ça sous-entend que vous êtes en état de Jvara. Urgence, urgence, urgence pour pas tomber malade, c'est de prendre une alimentation légère avec des aliments cuits. N'essayez pas de rester sur du cru ou de manger trop de cru en ce moment. D'ailleurs, c'est même pas déconseillé par rapport, c'est même conseillé, je veux dire, par rapport au virus, de ne pas prendre de crudité, de bien laver les aliments et d'éviter les crudités. Donc là, de prendre autant que possible des aliments à feuilles vertes, hein, tout ce qui va être à feuilles, hein, tout ce qui va nettoyer le sang, qui va être facile à digérer et plutôt cuit en mode de cuisson, vont faciliter. Merci. Ça va pour les réponses? Je ne donne pas des réponses précises avec le détail parce qu'après vous les avez les logiques. Hein. Mais là, c'est en tout cas d'éviter d'aggraver kapha dans l'estomac pour pas que kapha ça aggravé dans les poumons, puisqu'on est déjà en accumulation de vata, aggravation de kapha dans les poumons. Et quelque chose de très perso pour quelqu'un qui tousse énormément, puisqu'on ne peut pas lui donner de cortisone et on lui donne juste de la ventoline et des antibiotiques. Donc là, ce régime-là, c'est très bien, c'est ce qu'elle doit faire. C'est ma sœur qui est vraiment atteinte, là, je veux dire, au niveau de ses poumons. Oui, alors ça, c'est bien. Puis après, il y a Catherine Vessière aussi qui va peut-être pouvoir te donner des huiles essentielles qui sont super. Il y en a une qui est l'huile de laurier noble, qui est vraiment super. Alors Catherine, si tu veux en parler, au niveau des huiles essentielles, que faire? Parce que tu es la spécialiste. Alors, remets ton micro. Oui, on a quelques huiles essentielles qui vont vraiment aider à ouvrir les alvéoles pulmonaires et avoir des effets sur la respiration, sur la toux. Notamment, on a l'huile de laurier noble est effectivement très, très bien. Elle peut être mélangée avec des huiles comme le... Ah, pardon. J'ai des problèmes avec ma caméra. Oui, avec des huiles comme... alors après, ça dépend aussi des personnes, mais le Ravensara, par exemple, l'eucalyptus, même l'huile essentielle de citron, de cardamome. Il existe des mélanges donc chez une marque, enfin un laboratoire, un mélange qui s'appelle R, et qui est vraiment bénéfique pour ça. Elle existe en huile qu'on peut diffuser, sentir. Voilà, on peut même prendre ça par voie interne également, certaines. Alors, voilà. Mais c'est vrai que ça peut vraiment aider, hein, les huiles essentielles pour pour calmer la toux, et aussi bien, elles sont désinfectantes, elles sont antimicrobiennes, antivirales. À la fois, elles peuvent permettre de transpirer plus facilement, elles peuvent permettre d'ouvrir et de dégager les poumons, les alvéoles, les bronchioles pour les ouvrir, faciliter le passage. En même temps, elles vont être expectorantes. Donc, on a quand même des bonnes fonctions sur ces mélanges d'huiles essentielles qui sont... Alors, les huiles essentielles, c'est quand même des pouvoirs extrêmement puissants des plantes. L'Ayurveda, on avance beaucoup plus lentement que ce que peuvent faire les huiles essentielles dans leur réaction. C'est la forme la plus puissante d'action d'une plante. Donc ça, si vous les connaissez, alors après, Catherine, elle a vraiment d'excellentes qualités d'huile essentielle. Hein. Vraiment, c'est assez incroyable. Moi, je connaissais celle
qu'on a en pharmacie ou en coop bio, Valnet et puis je sais plus qui d'autre. Et en fait, quand j'ai senti des huiles essentielles de Catherine, C'est pas, c'est pas les miennes, Caroline, donc c'est que la tu... marque doTERRA, hein, doTERRA. Oui, mais c'est toi, c'est à travers toi que j'ai Voilà. découvert et j'ai trouvé ça, je les ai trouvées vraiment fabuleuses. Hein. Donc après, voilà, si... Je vous laisserai le lien, les coordonnées si vous voulez si vous voulez en commander par exemple. On peut les commander sur Internet. Hein. Je peux même vous envoyer un échantillon si vous voulez tester aussi, c'est possible. Super, merci. Tu peux nous écrire à ce moment-là ton lien parce que je crois que tu n'es pas dans le groupe. On a un groupe WhatsApp maintenant parce que toi, tu es une ancienne de chez Ancienne de la formation et on a un groupe WhatsApp qui a été créé. Donc, si tu veux, tu peux toujours nous rejoindre sur le groupe. Comme ça, tu seras aussi informé des échanges que l'on a. Et autrement, indiquer là dans je vais noter le lien où on peut les commander sur Internet. On les reçoit chez soi. On est livré en ce moment. En chronopost, ça fonctionne toujours. Hein, sous 3-4 jours, on peut les avoir rapidement. Ça peut vraiment aider. Là, en fait, pour info, il y a Marika. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont peut-être connu Marika, qui connaissent Marika. Et donc, malheureusement, elle a chopé le virus. Donc, là, elle est restée vraiment... à la maison, elle n'a pas été hospitalisée, hein. Mais ça a été très très difficile. Donc tous les symptômes de fatigue, de fièvre, de respiration difficile, de tout qui reste encore bien accroché. Et en fait, elle s'est soignée, avec l'Ayurveda et les huiles essentielles. Et donc là, là ça va très bien, hein, ça remonte et tout. Elle est juste fatiguée maintenant, très fatiguée, mais sinon, voilà. Donc, je ne savais pas. Voilà. Bon. Je vais noter. Une petite question à propos du Virechana. Ça va, tu m'entends? Oui, très bien. Yes. Je m'étais demandé à la base, quand on a vu que ça s'attaquait aux poumons, mais j'avais pas trouvé ça une très bonne idée en me disant que pour contrer CAFA qui viendrait dans les poumons, on aurait besoin forcément de Pitta. Et du coup, je m'étais dit que le Virechana, à ce moment-là, n'était pas du tout une bonne chose. En fait, l'idée, c'est avant qu'on se retrouve dans un état de maladie. Donc, là, quand on était en train de noter, en tout cas, la logique est très bonne, hein, Benjamin, c'est de garder du feu, mais en espérant que ce soit du bon feu pour pouvoir gérer. Donc, c'est d'agir. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes en bonne santé, à ce moment-là, pour rester en bonne santé, on augmente Agni, on régule Agni, on élimine les malas et on peut faire un Virechana qui va prendre un petit peu de temps, mais qui va réguler Agni et dont la qualité du Virechana ne sera pas perturbante sur Agni, mais rééquilibrante pour Agni. Le Virechana, c'est de réguler Agni, c'est pas de perdre complètement le feu du corps, c'est de réguler Agni. Même si on se sent moins en chaleur, on sent qu'on perd du chaud au niveau du corps, mais on n'a pas perdu les fonctions d'Agni. On a potentiellement régulé la qualité d'Agni. C'est pour ça qu'on va choisir particulièrement deux types de Virechana en fonction si on prend du Gandhavar Stadi qui sera plutôt pour les Vata Kapha qui eux ont naturellement pas beaucoup de chaud. Donc, on va choisir du Gandhavar Stadi pour les Vata Kapha et on choisira plutôt de la Vipati pour les natures Pitta. Et ce type de Virechana sera adapté par rapport à la nature du flux digestif en s'assurant qu'on garde Agni dans des fonctions de digestion. Donc, en termes de préparation, on sera plutôt à faire un Virechana à ce moment-là en amont. Et si on a déjà les symptômes précurseurs d'une fièvre qui vient, et d'un début de maladie qui vient, on peut aussi faire un Virechana, mais doux, pas trop puissant en termes de quantité, en termes de rapidité. Donc, on peut très bien, dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment le Virechana, mais ça serait tous les soirs de prendre quelque chose qui permette l'élimination, qui donne de l'assimilation et qui permette de l'élimination.
dans les fonctions, non pas de prendre tout de suite 20 grammes ou 20 millilitres ou 30 millilitres, je veux dire, qui serait un petit peu trop fort, mais peut-être de faire une cuillère à café le soir de manière plus progressive où on redonne de la digestion, on donne de l'élimination, mais on ne fait pas un Virichanna trop puissant. Ça marche? Ok, parfait. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Bon, super. Oui, moi j'en ai une petite qui me vient. Autour de moi, j'ai un ado d'une copine qui quand il a une poussée de croissance, il déclenche de la fièvre. Du coup, est-ce que c'est Vata qui est rentré et qui... Enfin, je comprends pas trop ce qui se passe là au niveau du corps. Alors là, c'était pas expliqué dans les Jvaras, ça. Donc... Non, c'est pour ça que... Donc je suis comme toi, il faut que je m'interroge. Donc là, il y a une poussée de croissance, il y a de la fièvre qui accompagne une poussée de croissance. Donc avec grosse fatigue. Alors, voilà. une poussée de croissance, ça veut dire, je réfléchis par logique, hein, je dis pas que c'est la bonne réponse, hein, ça nécessiterait après que je vérifie ça avec le docteur Yadoun. Mais je réfléchis par logique, une poussée de croissance, ça sous-entend qu'on a une augmentation des Dhatu Agni. Oui. Hein, pour permettre de passer en Dhatu Shtayi. Donc forcément, on a une augmentation du Dhatu, on a une augmentation d'Agni tout simplement parce que les tissus ont besoin de croître. Donc les tissus ayant besoin de croître, ils renvoient à Agni un besoin de manger davantage. C'est pour ça que les adolescents, ils mangent bien, souvent ils ont un bon appétit. Eh bien, c'est parce que le corps est en phase de croissance. Donc du coup, je pense que ce besoin des tissus de croître et d'être nourris, eh bien, ils demandent à leur mère nourris-moi. Donc là, à ce moment-là, Agni va être augmenté pour qu'on puisse apporter de la nourriture au corps. Et de là, on va pouvoir développer les Dhatu d'Arakala ainsi que les Dhatu Agni, qui eux vont pouvoir être nourris. Donc Dhatu Shtayi, en fait, c'est-à-dire que c'est un Dhatu qui a été nourri. Ça veut dire merci maman, tu m'as nourri, j'ai grandi, je suis en forme et je suis fort. Donc ça, c'est quand le Dhatu est formé. Il vient d'être nourri, il a permis la croissance. Donc je pense que l'augmentation de fièvre provient d'un état d'Agni qui lui est aggravé. Alors je pense que c'est pas normal d'avoir la fièvre qui est associée avec. Hein. Je pense que c'est naturel d'avoir une augmentation de la chaleur, d'Agni dans le corps et peut-être un processus métabolique plus important. Maintenant, son état de fièvre peut être perturbé à cause de Jatru. C'est-à-dire les fonctions, comment est son mental, comment il est dans sa psychologie, dans ses attitudes, dans son comportement par rapport à Pranavayu, du coup qui peut perturber Jatru, Agni, qui va être les fonctions du métabolisme global du corps, et ça peut être une des possibilités, mais surtout ça peut être tout simplement qui fait rentrer dans son corps un dosha, Vata ou Pitta ou Kapha, qui va faire rentrer dans l'estomac associé à la croissance, et du coup on va le manifester sous forme de fièvre. D'accord. Je penserais à quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, naturellement, la croissance augmente, développe, les Agnis sont plus puissants. Oui, d'accord. Ok, merci.